Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. L'épisode d'aujourd'hui sera la partie 3 du débrief de la saison. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'écouter les deux premières parties. Concrètement, c'est des épisodes un peu plus détendus. On repasse en revue les courses les plus importantes de la saison. Je donne rapidement mon avis. Et puis ensuite, vu que je suis pas totalement un expert, on va aller lire les commentaires sur les résumés des courses sur YouTube, sur les courses d'Eurosport donc, et on va lire quelques commentaires pour avoir des points de vue différents et puis en discuter un petit peu. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir écouté les deux premiers épisodes pour écouter celui-ci. Donc le premier épisode c'était sur le début de la saison, donc notamment Milan-San Remo, Strade Bianche, les classiques flandriennes. Ensuite le deuxième c'était sur les classiques ardennaises, pardon, et sur le Giro d'Italia. Là je vous propose un épisode où on va passer assez rapidement sur le Tour de France et le Tour d'Espagne. Et ensuite il y aura probablement un dernier épisode sur la fin de la saison avec notamment tous les championnats. Donc voilà, on part directement sur le Tour de France. Donc j'ai sélectionné quelques étapes que j'ai trouvées marquantes. Et puis je vous propose qu'on en discute tout de suite. Donc on commence par l'étape numéro 4, donc étape qui arrivait à Rouen. Je ne sais pas si vous en souvenez. On avait déjà eu un peu d'animation sur l'étape numéro 2 qui arrivait à Boulogne-sur-Mer, mais là l'étape numéro 4 qui arrive à Rouen, c'était vraiment le premier gros moment de tension pour le classement général, notamment sur cette course-ci, puisqu'on avait cette côte terrible. De la rampe Saint-Hilaire qui était 800 mètres à plus de 10%, à 5 ou 6 kilomètres de l'arrivée. Ensuite, on avait ces descentes dans Rouen, donc en plein centre-ville. Et on arrivait sur un sprint un peu en bosse, pardon. Et donc, on a eu un gros rythme jusqu'au pied de la rampe Saint-Hilaire, mené d'abord par les Visma Lease Bike, puis ensuite par les UAE. Et ensuite, on a eu bien évidemment une attaque de Pogacar, attaque monstrueuse, surtout avec la caméra qui montrait ces images. On voyait vraiment la pente, on voyait toute la ville derrière, c'était magnifique. Et donc, attaque très nucléaire de Pogacar, suivi par Vingegaard qui était complètement au sprint. Et à un moment, Vingegaard lâche, il regarde derrière, il se rassoit vite fait. Là, on se dit, oh, c'est cuit, ça y est, Pogacar l'a lâché. Et Vingegaard se remet debout, redonne un coup et arrive à revenir sur Pogacar tout juste au sommet. Donc ça, c'était assez fou comme moment quand même, parce qu'en termes d'émotion, on s'est dit, bon, bah, il est lâché, et ensuite il revient. Et ensuite, il y a eu l'arrivée, le sommet, donc la descente, le retour de quelques concurrents dans la descente, notamment Almeida, Van Der Poel, bien évidemment, Oscar Onley, Romain Grégoire et puis Matteo Jorgensen. Puis il y avait Evenepoel, Vauclin un peu plus derrière. Donc ça, il y a eu une petite partie de manivelle et puis ensuite Jorgensen et Almeida ont fait le travail pour emmener au sprint le petit groupe. Pogacar gagne le sprint, juste devant Van Der Poel et Vingegaard fait troisième. Donc on a un podium royal et on a donc je crois que c'est Van Der Poel qui conserve le maillot jaune parce qu'il a fait deuxième. S'il était troisième, il le perdait. Donc c'était quand même un scénario assez cool. Et surtout, moi, c'était vraiment un des plus gros moments de tension que j'ai trouvé de ce Tour de France, où il y a vraiment eu un duel. Et surtout, on a senti que les deux étaient à peu près du même niveau à ce moment-là. Ce qui était cool, c'était de voir Vingegaard, dont on avait un peu des peurs sur le niveau global, qui arrivait à suivre Pogacar sur un effort punchy, ce qui n'est pas du tout sa spécialité. Donc ça, c'était assez intéressant à suivre. Et donc moi, c'est vraiment une étape qui m'avait marqué et une des plus belles étapes de ce Tour de France, je trouve. On va regarder directement les commentaires des autres pour voir un peu les avis différents sur cette étape-ci. On commence tout d'abord avec Number One qui dit époustouflant cette étape de Rouen, digne d'un Grand Prix de F1, on en redemande. Je suis totalement d'accord, c'était époustouflant, ça allait très vite et c'était un peu tactique en plus, c'était vraiment cool. Donc étape de Rouen, magnifique tout simplement. Dès le tracé, moi j'avais senti qu'on aurait quelque chose d'assez intéressant, même plus que sur des étapes comme Lyon de Bretagne par exemple. Et effectivement, on a un peu plus vibré sur cette étape de Rouen. Et bien évidemment, on en redemande pour les années à venir. Autre commentaire de Yao qui dit Almeida est très fort. Ensuite Bruno qui dit gros boulot d'Almeida, bravo, drapeau portugais. Et CB Jakes qui dit Let's not forget what Almeida is doing, so important for Tadej and his team. Donc, n'oublions pas ce que Joe Almeida fait. Il est si important pour Tadej et pour l'équipe. Et donc, on a le petit clan portugais qui est venu faire un hommage à Joe Almeida. C'est vrai que Joe Almeida, très gros équipier. À un moment, il était un peu derrière, mal placé au pied de la rampe Saint-Hilaire. Il a fait un taf énorme pour se remettre en première position et imprimer un rythme. Donc, chapeau Almeida sur cette étape-ci. Donc, Almeida qui était équipier précieux pour Pogacar, mais qui malheureusement s'est cassé la gueule sur l'étape de Mur de Bretagne et qui a dû abandonner après. Mais donc voilà, petit point pour Almeida. Euh, Ensuite, Pilo qui nous dit Oh!
Almeida, transfert de l'année, on n'a jamais eu ce genre de joueur. Alors, bon, il n'a pas été transféré cette année, mais bref, c'est pas vraiment un joueur, on dit plus coureur dans le jargon cycliste, mais on t'en veut pas. C'est vrai qu'Almeida a fait une belle étape. Et des messages de Marco Nichols qui dit This Pogacar guy is from some place called Slovenia. Is that a real country? Or is it part of Russia? Donc, qui dit donc Pogacar, donc déjà le nom est écorché, c'est terrible. Est-ce que ce mec Pogacar là vient d'un endroit qui s'appelle la Slovénie? Est-ce que c'est un vrai pays ou est-ce que c'est une partie de la Russie? Donc Marco Nichols, je l'ai un petit peu stalké, américain, bien évidemment. Bah oui, parce qu'on sait pas que la Slovénie c'est un pays. Donc bref, non, non, c'est donc Marco, si tu nous écoutes, et c'est probablement pas le cas, parce que déjà c'est en français, et en plus on a probablement rien à foutre du pot de cyclette. Non, la Slovénie est bien un pays et c'est pas une partie de la Russie. Bref, Berno qui nous dit quoi? Qui dit l'année prochaine, Poggi va faire le vent des globes sur un pédalo, il va sûrement gagner aussi. Et bah oui, c'est vrai que Pogacar a montré une sacrée force sur cette étape-ci. Mais moi, je trouve que c'est sur cette étape-là, c'était pas le plus flagrant parce que certes, il a décroché Van Der Poel, il a décroché Remco, etc. Mais Vingegaard a réussi à le suivre, pardon, ce qui n'était pas forcément donné. Bon, après, il y a eu ce sprint, mais honnêtement, sur le sprint, Van Der Poel était cramé parce que ça a pas chômé entre le sommet et l'arrivée, donc c'était compliqué de récupérer. Van Der Poel lance peut-être un peu trop tôt aussi, puis Pogacar était trop fort tout simplement, mais c'est pas cette étape-ci sur laquelle il m'a le plus impressionné. On passe directement à l'étape numéro 5, donc celle du lendemain, qui était le chrono autour de Caen. Donc chrono remporté par Remco Evenepoel, ce qui était quand même le favori. Seulement 16 secondes devant Pogacar. À noter que Vingegaard fait 13e du chrono à 1,21, donc perd 1 minute 5 sur Pogacar, donc là ça fait très mal au classement général. Surtout qu'il y avait eu avant ce chrono sur le Critérium du Dauphiné, qui s'était très mal passé pour Pogacar, donc on savait pas trop où on en était. Mais bon, bah là, chrono archi plat et pourtant Remco ne met que 16 secondes à Pogacar. C'était quand même une sacrée information sur la forme de Tadej. À noter quand même, côté français, Cocorico, parce que Bruno Armirail fait quatrième et Kevin Vauquelin fait 5. Donc ça, c'était aussi un bel événement. Et on note aussi que suite à cette étape-ci, Pogacar prend le maillot jaune, il prend aussi le maillot vert, et il avait déjà le maillot de la montagne, donc bah tous les maillots pour Pogacar, sauf le maillot du meilleur jeune, évidemment, parce qu'il n'est plus jeune. Je vous propose qu'on regarde direct les commentaires. Donc Tony qui nous dit, bon, en anglais, je vous le traduis directement en français parce que c'est un peu long. C'est fini. À moins qu'il ne se blesse ou qu'il tombe malade, Pogacar a gagné le Tour de France pour la quatrième fois. C'était un bel effort pour ne perdre que 16 secondes sur Remco sur un contre-la-montre qui était si plat. Il va écraser tout le monde sur le contre-la-montre en montagne. Et oui, c'est vrai que là, est-ce que c'était fini déjà? Bah, en fait, c'est vrai que là, Vingegaard a pris un sacré éclat sur Pogacar sur cette étape-ci. Donc en termes de classement général, au lendemain de cette étape-là, Vingegaard est déjà à 1 minute 13. Au bout de 5 étapes, ça fait mal au classement général, hein, franchement. Donc c'est vrai que le suspense était un peu déjà attaqué là-dessus. Et ensuite, c'est vrai que ce qu'il dit, le gars, c'est que quand même perdre que 16 secondes sur un Remco Evenepoel, qui est le meilleur rouleur du monde quasiment, sur du plat comme ça se dispute un peu avec Ghana sur un chrono de 33 km. C'était quand même une performance exceptionnelle. Et oui, en effet, il a bien écrasé tout le monde sur l'étape de montagne en contre-la-montre aussi, à Péragude. Patrick, qui nous dit Remco défend bien ses titres de champion du contre-la-montre. Belle remontada au classement général. Poggi the best, qui défend bien l'arc-en-ciel. Et Vauquelin, 23 ans. Énorme révolution depuis l'an dernier. Un nouveau souffle pour Arkea, un potentiel de fou. Et surtout qui est top 3 du classement général. Quel spectacle au Tour de France ces dernières années. Bon, il y a beaucoup d'informations, mais déjà, oui, effectivement, Remco a assumé son statut de favori, de champion du monde du chrono en titre. Il a remporté ce contre-la-montre. Et il est bien remonté au classement général parce qu'il avait perdu un peu de temps sur les étapes d'avant. Et Vauquelin, bah ouais, Vauquelin qui avait fait une première semaine qui était quand même exceptionnelle. Et donc, après cette cinquième place sur le chrono, il était troisième au classement général. Devant Matteo Jorgensen, devant Jonas Vingegaard, devant Joao Almeida, devant Primoz Roglic. Bon, c'était quand même assez fou, quoi. Donc c'était une belle performance du Français. Et après, par contre, c'est la suite du message. Un nouveau souffle pour Arkea. Et malheureusement, ça n'a pas trop duré, parce que Arkea a mis la clé sous la porte à la fin de la saison. Donc c'est dommage pour lui. Et quel spectacle pour au Tour de France ces dernières années. C'est pas l'étape où on a le plus vibré, hein, quand même, on va pas se mentir, Patrick.
Autre commentaire de Maxime qui dit Pogacar qui donne du coup fil à retordre à Evenepoel sur le contre-la-montre, au meilleur grimpeur en montagne et même à Marc Marquez en MotoGP. Donc évidemment la petite blague sur Marc Marquez. C'est vrai que Pogacar va si vite parfois qu'on se demande s'il est pas en train de faire du MotoGP, mais bref. Mais c'est vrai que là, la vraie information importante, c'est quand même qu'il a réussi à donner du fil à retordre à Evenepoel sur un contre-la-montre super plat. Et en plus, c'était en début de Tour de France, quoi. Donc c'était même pas question de fraîcheur ou quoi. On sait qu'en fin de de Grand Tour, pardon, Pogacar a un avantage sur les autres parce qu'en général, il est plus frais. Mais là, c'était une performance vraiment assez folle. Blowbar qui nous dit Vingegaard is cooked. Et Vingegaard est cuit. Bah ouais, là, c'était un peu le début de la fin déjà pour l'ami Jonas. Et relou de service qui nous dit maillot vert, maillot à pois, maillot jaune, maillot blanc, maillot rouge à bande mauve, maillot du PSG, maillot de l'OM. L'an passé, il s'est arrêté pisser dans mon jardin. J'ai eu des tomates de 13 kilos et des concombres de 3,50 m. Fantastique. Bon, là, c'était petite blague sur le dopage pour Pogacar. Déjà, bon, on aurait pu s'en passer. Mais oui, tous les maillots pour Pogacar, évidemment. Et donc même le maillot du PSG, le maillot de l'OM. Et Caro qui nous dit It seems like the helmets from the Visma team do not help at all. Donc on dirait que les casques de l'équipe Visma n'ont pas du tout aidé. Oui, parce qu'il y a donc ces casques toujours un peu chelous de l'équipe Visma Leatherback sur ces contre-la-montre. Effectivement, là ça n'a pas trop aidé parce que Vingegaard s'est planté dans les grandes largeurs sur cette étape-ci. Après, il y avait Affini qui a fait troisième quand même, donc ça veut dire que les casques sont pas si mauvais, mais grosse contre-performance pour Jonas Vingegaard. Chris qui nous dit deux Français dans les 5 premiers d'un chrono, combien de temps que ça n'était plus arrivé? Et Olivier qui lui répond 15 jours. Bah oui, parce que le message de Chris n'était pas assez complet. Bah oui, 15 jours avant, il y avait le championnat de France de contre-la-montre et il y a eu deux Français dans le top 5. Même, je crois qu'il y a eu 5 Français dans le top 5 sur ces championnats de France du contre-la-montre. Donc ça va que c'était une super performance pour les Français ce jour-là. Donc là, 2 Français sur 5 dans dans le chrono. Bah finalement, mis au regard du contre-la-montre des championnats de France, c'était pas une super performance. Bon, on rigole, mais c'est vrai que c'était quand même impressionnant. Certes, il y avait pas Ghana sur ce truc-là, il y avait pas Darling, mais quand même 2 Français dans le top 5 d'un chrono, sachant que c'est vraiment la discipline où on a souvent du mal, ça fait quand même plaisir. Manu qui nous dit je joue pas aux billes, à la pétanque comme toi, mais je suis un ancien pro. Je sais pas à qui il parle. Là, il n'y a pas de mec qui joue à la pétanque. Mais donc, sachez que Manu André, 906, est un ancien pro, donc on sait pas de quelle discipline, mais très important. Merci Manu. Et Morocco Luxury Allied qui nous dit Pogacar, de sources sûres, il bénéficie de greffes musculaires, de renforts en titane dans les genoux, c'est un Robocop. Donc oui, apparemment, on a un informateur qui a des sources très précises, et oui, c'est vrai, effectivement. Moi, je l'avoue directement dans cet épisode du Patyclette, Pogacar est en fait Robocop, et il a bénéficié de greffes musculaires, de renforts en titane dans les genoux. Et d'ailleurs aussi, il a des pistolets intégrés dans les mains. Il s'en sert pas trop sur le vélo parce que c'est pas très utile, mais attention, si jamais vous vous embrouillez avec Tadei, sachez qu'il a aussi des greffes de pistolet dans les doigts, donc ça peut un peu faire mal si vous jamais vous frottez à lui. Donc faites gaffe. Et merci à Morocco Luxury Highlights d'avoir mis la lumière sur ce phénomène-ci. On passe à l'étape numéro 9. Donc étape numéro 9, c'était l'étape de Châteauroux. Pourquoi j'en parle? Parce que c'était l'étape supposée être la plus chiante de ce Tour de France. Un parcours plat, personne qui volait dans les échappées de plat sur les étapes d'avant, donc là on s'est dit ouh là là, en ce dimanche, parce que oui, cette étape pardon, était positionnée un dimanche, on s'est dit, on va faire une belle sieste devant le Tour de France. Sauf que Mathieu Van Der Poel a décidé d'aller en échappée avec l'ami Jonas Rickaert, et ils ont été repris à 800 mètres de la ligne. Enfin, en tout cas, Van Der Poel a été repris à 800 mètres de la ligne, donc c'était quand même un sacré thriller tout du long de la journée. En plus, on a eu des gros coups de bordure dans le peloton, donc c'était une étape en fait super cool à suivre, qui n'était pas du tout prévue sur le papier. Mais cette étape numéro 9, énorme banger, tout simplement, Chinon-Châteauroux, alors qu'on s'y attendait pas. Victoire de Tim Merlier devant Jonathan Milan, Arnaud Delis, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui a compté vraiment, c'était cette lutte entre le peloton et Van Der Poel et Rickaert, qui a duré longtemps. Et en plus de ça, euh, il y a eu des bordures derrière, donc ça a encore plus accéléré, mais ça a presque pas suffi pour reprendre Van Der Poel, qui a été repris qu'à 800 mètres. Donc ça, c'était quand même assez fou. Aussi, petit élément sur cette étape-là, c'était de la rage intense de mon côté, parce que il y a plein de petites équipes qui ont des sprinters nuls, qui ont roulé avec les gros sprinters.
pour revenir sur Van Der Poel et jouer le sprint, jouer la gagne. Et on voit qu'au final, le premier c'est Tim Merlier devant Jonathan Milan et Arnaud Delis. Donc en gros, les trois gros favoris au sprint, quoi, complètement. Trois grosses équipes, Soudal, Lidl et Lotto. Trois grosses équipes de sprint, je veux dire. Finalement, toutes les équipes de merde qui n'ont pas voulu aller dans les échappées, parce que oh non, non, c'est une étape de plat, on va pas aller dans l'échappée. Mais par contre, on va rouler avec les sprinters pour aller chercher l'échappée. Et on fait un top 13, par exemple Arkea BNB, au hasard avec Arnaud Desmar. Ou alors la J. Kualula qui fait 15e avec Dylan Groenewegen. Par exemple, la Tudor qui fait 16e avec Alberto Dainese. Franchement, ça la fout mal d'avoir roulé derrière l'échappée pour faire une si mauvaise place, sachant qu'il y a des énormes favoris du sprint et que tu sais que tu vas être battu à tous les jours. Bah, dans ce cas-là, prends l'échappée peut-être, plutôt que de rouler comme un con derrière une échappée ou pour faire un top 15 au sprint. Voilà, prenez l'échappée, messieurs. Mais sinon, c'était une étape super cool. Donc on regarde les commentaires des gens. Donc Amdi qui nous dit sacré Alpecin, ils ont transformé une étape de sieste en étape passionnante. Effectivement, sans les Alpecin, on se serait bien ennuyé. Donc merci à eux. On n'a pas pu faire la sieste, mais finalement c'était une bonne chose parce que c'était très cool à suivre. Toto de Titi qui nous dit Mathieu Van Der Poel, champion du monde de cyclocross, champion du monde en ligne, en gravel et pas mal de victoires en VTT. Et le gars fait 170 km en tête d'une étape du Tour de France pour que son pote soit sur le podium pour le prix de la combativité. Il a une façon de voir le cyclisme très différente de beaucoup de gens. D'ailleurs, allez voir une de ses nombreuses victoires en cyclocross, le mec s'amuse pendant que les autres s'embourbent. Donc là, la petite métaphore sur la boue pendant les cyclocross qui est bien vue. Mais effectivement, c'est vrai que Van Der Poel, c'est un mec avec un palmarès XXL, et pourtant, il rechigne pas à aller faire des échappées de 170 km sur une étape complètement plate, pour que son ami Jonas Rickart prenne le prix de la combativité, pendant que des équipes de merde, dont on a déjà parlé précédemment, ne veulent pas mettre de gars dans l'échappée, alors que c'est leur seule chance de gagner, et préfèrent rouler avec les équipes de gros sprinters pour faire un top 15, alors qu'un mec comme Van Der Poel, lui, bah, il prend son courage à deux mains, il y va. Et surtout, c'est vrai que lui, il essaye avant tout de s'amuser, alors que les autres, ça joue un peu aux épiciers, donc merci Mathieu Van Der Poel pour ce que tu es. Petit loup qui nous dit, si Van Der Poel a tenu tête au peloton jusqu'au dernier kilomètre, c'est bien la preuve qu'il est lui aussi un grand shampoing. Bon, champion, mais il a mal écrit, donc shampoing. Mais de cela, je n'en ai jamais douté. Et bravo à lui, André. Donc voilà, Petit loup, alias André, euh, qui dit que si Van Der Poel a cru, c'est qu'il est vraiment un grand shampoing ou un grand champion. Donc merci Mathieu Van Der Poel en effet. Mike qui nous dit dommage pour Van Der Poel, beaucoup de courage, mais maintenant il est sûrement brûlé pour la semaine prochaine, sinon pour le reste du tour. Et c'est pas totalement faux parce que Van Der Poel a fait le show sur cette étape-là, il a pris beaucoup de risques. Et c'est vrai qu'il y a des étapes, je pense notamment à l'étape de Toulouse, où il échoue, je crois, à 10 secondes d'aller chercher la victoire. Bah peut-être que les étapes, les efforts qu'il a fait sur cette étape-ci, il les a un peu payés plus tard. Et c'est vrai qu'on a vu un Van Der Poel cramer avant d'abandonner sur le Tour de France, donc c'est ça aussi le revers du panache, c'est qu'il a tenté un truc de fou, il nous a fait vibrer sur cette étape-ci, et ça a eu un peu des conséquences sur la suite parce que dans ses jambes, bah, c'était plus compliqué. Eric, qui nous dit c'est la grande différence entre Pogacar et Van Der Poel. Le premier n'a aucun panache et pas vraiment de stratégie. Il a seulement, pourrait-on dire, une puissance totalement hors norme et il n'est jamais fatigué. Jamais de jour sans ou presque. Tandis que Van Der Poel tente des trucs impossibles, qui sont aussi des paris, et parfois il échoue et se donne la peine. Quand il termine, on voit à quel point il est épuisé. C'est la différence entre un champion humain et un surhomme. Bon, la manière dont c'est dit, c'est très maladroit, mais je suis assez d'accord. Le vrai panache, c'est celui de Van Der Poel, parce que Van Der Poel, là, il a tenté, alors qu'il n'était pas le plus fort sur cette étape-là, parce que le plus fort, c'est les équipes de sprinters. Mais il a tenté quand même. Il a fait un parier, il a échoué, et à la fin, il a tout donné, il est mort, mais il perd. Et ça, c'est ça qui fait la beauté aussi de ce champion-là, c'est qu'il gagne très souvent. On peut le maudire quand il gagne énormément sur les classiques flandriennes, mais là, sur cette course-ci, il y allait au panache, et ça fait vraiment plaisir de le voir. Alors que Pogacar, c'est vrai qu'il attaque souvent, mais c'est pas vraiment question de panache, c'est juste qu'il est juste trop fort. Donc voilà. Donc c'est aussi ça qui rend Van Der Poel un peu plus humain que Pogacar et un peu plus appréciable. Enfin, je trouve, c'est que mon point de vue, c'est que aussi qu'il échoue de temps en temps, alors que Pogacar, on le voit très peu échouer. C'est difficile en fait de suivre autant un coureur qui réussit tout le temps. Et Lucas qui dit bien joué les clowns qui roulaient sans faire le sprint à la fin. Donc là, il parle des équipes de sprinters qui sont allés donner un coup de main à la Soudal Quick-Step et à la Lidl Trek, alors qu'ils avaient aucune chance de gagner.
pour au final faire un sprint dégueulasse à la fin. Bien joué. Ah ouais, je suis d'accord. Moi aussi, un peu d'amertume sur ce volet Lessie. On passe à l'étape numéro 12, la terrible étape de Hautacam. Donc, première grosse étape de montagne et étape qui scelle déjà le destin de ce Tour de France avec une attaque de Pogačar suite à un relais énorme de Narvaez et Pogačar qui prend donc 2 minutes 10 à Jonas Vingegaard sur cette étape-ci, 2 minutes 23 à Florian Lipovic et plus de 3 minutes à tout le reste de la clique. Et suite à cette étape-là, Pogačar a donc 3 minutes 30 d'avance sur Vingegaard au classement général. Donc bon, ça sonne très clairement le glas euh, de ce Tour de France, du suspense en tout cas. Donc Pogačar qui attaque à 11 km de l'arrivée. Franchement, on n'a même pas eu trop de suspense sur cette montée. Donc encore une étape de montagne finalement qui, due à la surdomination de Pogačar, fait qu'on s'est pas mal ennuyé. C'était peut-être plus intéressant de suivre la remontée de Lipovic sur Vingegaard, mais bon, voilà. Cette étape de Hautacam, on va regarder ce qu'en pensent les autres. Moi, je vais aller assez vite là-dessus. Donc Luce Roll qui nous dit: «Le mec tombe à 55 km/h la veille, repart comme un zinzin et explose Jonas et tout le monde le lendemain. Je m'y attendais vraiment pas. Il est vraiment dans une autre dimension. Dommage que Vingegaard était esseulé avec Yates et Jorgensen qui ont explosé. On verra dans les Alpes.» Alors oui, c'est vrai que tout d'abord Yates et Jorgensen ont vite explosé, donc Vingegaard était tout seul, mais vu l'attaque de Pogačar, je suis pas totalement certain que ça ait changé quelque chose d'avoir une équipe sur une étape comme ça en fait où c'est des montées sèches à l'arrivée. Il n'y a pas trop de stratégie d'équipe en fait. Donc là, je pense pas que ça soit vraiment un manquement de la Visma, c'est juste que Pogačar est plus fort que Vingegaard. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que la veille, sur l'étape de Toulouse, Pogačar était tombé. Et a priori, bon bah ça l'a pas trop impacté. On dit toujours qu'une chute n'est jamais anodine, pardon. Et bah là, ça n'a pas eu trop de conséquences sur Pogačar parce qu'il était très fort dès le lendemain. Donc voilà. Callum qui nous dit: «Je suis résigné aussi, plus c'est gros, plus ça passe, triste époque.» Donc là, la petite référence au dopage avec plus c'est gros, plus ça passe, on va pas en reparler. Moi, tant qu'il y a pas de preuves là-dessus, je veux pas me prononcer, mais c'est vrai qu'on est résigné et dès cette étape-ci, donc dès l'étape numéro 12, on est résigné et triste époque, je suis pas totalement sûr parce que c'est pas moins bien que les étapes de l'époque Sky, mais c'est vrai qu'en termes de suspense, ça a jamais duré très longtemps. Julien qui nous dit eh bien voilà, le tour est terminé, comme environ à la même date toutes les années. Quel suspense! Je suis admirateur des organisateurs et des journalistes qui nous vendent le Tour de France comme une étape palpitante. On pourrait résumer le tour au premier jour de montagne, ça coûterait moins cher parce que, comme chaque année, plus personne n'ira chercher le leader. Alors je suis pas totalement d'accord, parce que oui, c'est vrai que sur ces 3 derniers Tours de France, on va dire, il n'y a jamais eu de suspense entre ceux que Pogacar a gagné, les 4 derniers même, pardon, je dis pas de bêtises. Et celui de Vingegaard, celui où il explose Pogacar, pas celui où il renverse dans le col dans les Alpes, j'ai oublié le nom, pardon. Bref, on s'en fiche. Mais non, c'est vrai que là, les 3 derniers Tours de France, on a eu très peu de suspense. C'était la première étape de montagne, et c'était à peu près cuit, donc c'est bien dommage. Euh, la mère Maxime qui dit: «Mais quand Vingegaard lui met 7 minutes en 2023, là ça passe crème.» Ce à quoi on lui répond: «C'est ce que je comprends pas.» Apparemment, il a trouvé la méthode pour ne plus prendre 7 minutes. Et là, un commentaire important de MPLKGR qui dit: «Ça n'allait pas non plus», donc en parlant des 7 minutes de Vingegaard en 2023. «Arrêtez d'opposer une fraude à une autre fraude pour justifier celle que vous préférez. Personne ne se bat contre Pogacar, on se bat tous contre le dopage, et il n'est pas le seul à baigner dedans. Ils détruisent le sport, nous privent de la bagarre passionnante entre ceux qui sont propres et doivent se contenter de s'arracher pour un top 10.» Donc je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est le dernier commentaire. Euh, Moi, je vais pas me prononcer sur le dopage de Pogacar, sur celui de Vingegaard. C'est vrai que le contre-la-montre de Combloux, euh, en 2023, bah, c'était archi suspect côté Vingegaard. Là, les épreuves, ces étapes-ci, là, notamment celle-ci d'Otakam pour Pogacar, bah ouais, il met la misère à tout le monde. On est très vite tenté de parler de dopage parce que dès qu'il y a un coureur qui est beaucoup plus fort que les autres, on parle de dopage. Mais ce qui est intéressant dans ce propos, c'est vraiment qu'il dit: arrêtez de l'opposer l'un à l'autre pour justifier celui que vous préférez. Parce que les défenseurs de Pogacar vont dire: ouais, mais Vingegaard, gros dopé 2023. Donc c'est ce que dit là le premier gars dans le commentaire. Et les autres disent: ouais, mais regardez, Pogacar 2025, c'est vraiment un gros dopé. En fait, on se bat pas contre Pogacar, on se bat pas forcément contre Vingegaard. Nous, ce qu'on se bat, c'est plus contre un mec qui écrase la course, plus que contre le dopage là. C'est en fait, on n'aime pas trop quand il y a un coureur qui écrase la course. Donc une fois, c'est Vingegaard qui écrase. Et donc on est plutôt pour Pogacar parce qu'on a envie qu'il y ait du suspense.
Et après, c'est Pogacar qui écrase la course. Et là, on est plutôt pour Vingegaard parce que c'est lui qui peut amener un peu de suspense. Donc, nous, ceux quand on lutte, il y a bien sûr le dopage, mais là, on peut pas parler de dopage pour Pogacar ou Vingegaard parce que c'est pas avéré. En tout cas, c'est vrai que nous, on préfère quand même quand il n'y a pas des écarts de niveau trop forts dans le cyclisme, parce que c'est vrai que ça a tendance à priver les spectateurs d'une bagarre passionnante, comme est dit par NPNG. Donc, je trouvais que c'était quand même important de remettre un peu ça dans le contexte, dire oui, la Pogacar écrase la course. À l'époque, c'était Vingegaard. En fait, on n'est pas forcément contre Pogacar ou l'un ou l'autre. En fait, on est plus pour le suspense. Bref, après cette explosion calamiteuse, on parle d'un autre truc. Mohamed qui nous dit les gens qui se permettent d'attaquer Pogacar sans preuve, qu'il nous commente les performances de Léon Marchand en natation. Alors oui, c'est vrai qu'on a donc là en fait, je vous ai un peu skippé tous les commentaires sur sous ce résumé-ci d'étapes. Tout le monde parle de Pogacar et de dopage dans les commentaires, sans preuve bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a quand même un peu ce truc français, mais enfin, je pense que c'est pareil pour toutes les nationalités. Si jamais un coureur ou un sportif écrase sa discipline, c'est toujours beaucoup plus facile à vivre quand le gars est de votre nationalité. Moi, je suis d'accord que en termes de natation, moi je suis un vrai natationnix, comme on peut dire, c'est-à-dire j'allume ma télé que quand il y a Léon Marchand et je le vois écraser toutes les courses et je suis content. Bon, j'ai toujours un peu en tête le soupçon de dire merde, mais comment ça se fait qu'il écrase tout le monde là? Est-ce qu'il serait pas un peu dopé, l'ami Léon Marchand? Mais ça va, c'est pas trop insoutenable. Donc là, c'est pareil, tous les gens qui aiment Pogacar parce qu'ils sont slovènes ou parce qu'ils sont fans depuis lui depuis longtemps, c'est vrai que bon, bah, ils doivent bien profiter de ces courses-ci aussi. C'est toujours cool de voir son coureur préféré briller comme ça. Mais c'est vrai que bon, c'est s'il était français, Pogacar, on n'aurait peut-être pas autant d'accusations de dopage. On passe à l'étape numéro 16, donc après l'étape numéro 12. Étape numéro 16, c'est l'étape du Mont Ventoux, euh, qui était vraiment très très sympa à suivre. On a eu une énorme bagarre entre Ben Illy et Valentin Paré-Peintre pour la victoire d'étape devant, dans l'échappée. À un moment, on a même, ils s'envoyaient prune sur prune. Là, on a fait ces images aériennes filmées par l'hélico. On les voyait s'attaquer et puis ensuite s'arrêter. C'était franchement magnifique. Là, c'était un vrai duel de grimpeurs. Et à la fin, en fait, il s'arrête et Van Wilder revient un peu du diable Vauvert et emmène Valentin Paré-Printre pour le sprint. Ça, c'est quand même une image superbe. Surtout parce que Valentin Paré-Printre a gagné cette étape-là. Donc en plus, c'est la victoire d'étape française, alors qu'on l'attendait plus du tout et surtout pas sur cette étape-ci. Et en plus de ça, ce beau spectacle qu'on a eu dans l'échappée, plus de la victoire française, mais ça c'est cool pour nous parce qu'on est français, il y a aussi eu une grosse bataille pour le général. Parce que derrière, on a Vingegaard qui a tenté le tout pour lâcher Pogacar, qui a attaqué plusieurs fois, qui est revenu d'abord sur Tige Benoît qui était dans l'échappée, puis sur Witold Kampenaerts. Donc c'était bien planifié de la part de la Visma, qui avait ses petits relais à chaque fois pour Vingegaard. On sait qu'en plus il y avait du vent de face sur cette montée-là, donc c'est important d'avoir des gars dans l'échappée. Donc c'était un très beau coup tactique de la Visma. Mais Vingegaard n'a jamais réussi à lâcher Pogacar. Il a dû l'attaquer 4 fois, je crois, si je dis pas bêtise, il n'a pas réussi à le lâcher. Pogacar l'a contré aussi, hein. Et Vingegaard n'a pas été lâché, sauf sur la toute dernière ligne d'arrivée, mais je crois que c'était la deuxième attaque de Pogacar. Sur la première, Vingegaard revient, donc c'était quand même un super duel. Donc c'est pour ça que je mets cette étape aussi dans les étapes qui nous ont fait vibrer, parce que c'était une étape forte en émotion, autant sur le plan du classement général que sur celui de la victoire d'étape. Donc très cool à suivre. Je vous propose qu'on regarde les commentaires des autres. PLP qui nous dit quelle superbe étape. Merci à Valentin pour cette joie et à Van Wilder qui a fait un travail de malade dans le dernier kilomètre. C'est vrai qu'en plus, ce qui était beau dans cette victoire, c'était l'esprit d'équipe. Parce qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais dans l'échappée, il y avait Pascal Encorn qui était là. Et sur cette étape-ci, donc c'était du plat et ensuite le Mont Ventoux. Et bah, il fallait prendre du temps sur le plat, surtout que l'échappée, pardon, a mis du temps à sortir. Et à ce moment-là, on avait Pascal Encorn qui faisait tout le taf dans la plaine pour prendre un maximum d'avance, qui a permis à Valentin Paré-Peintre d'avoir assez d'avance pour s'imposer devant les favoris. Et puis aussi ce travail fantastique de Ilan Van Wilder. Bref, c'était une superbe course d'équipe. Donc, et en plus, c'est un Français qui gagne à la fin, donc très content du résultat de cette étape-là. Gilles Coin qui nous dit des attaques et contre-attaques à tous les niveaux sur ce terrible mont. 3 points de suspension, emoji, étoile dans les yeux. C'est vrai que c'était fou parce qu'on a eu des gros duels à tous les niveaux. À un moment, le réalisateur était même un peu paumé parce qu'il devait montrer les attaques, mais ça attaquait en même temps à l'avant, à l'arrière. C'était complètement fou. Et puis, c'était des vrais duels, quoi, de gars qui se mettent une énorme praline, puis ensuite sont un peu à l'arrêt pour se regarder, et puis ça se réattaque. C'était juste trop bien à suivre, et en plus, c'était sur un lieu mythique du cyclisme avec le Mont Ventoux, donc encore mieux.
BTB qui nous dit quel duel Illy paraît peintre, magnifique. C'est vrai qu'en plus, c'est pas forcément les coureurs qu'on attendait là-dessus, mais Ben Illy et pareil peintre, ils se sont livrés à une guerre qui était tout simplement incroyable. Et je pense qu'on peut dire sans sourciller que c'était un des plus beaux duels de l'année 2025. On avait évidemment le duel un petit peu Pogacar-Vingegaard quand même. Le duel bien évidemment Pogacar pardon, Mathieu Van Der Poel. Mais là, c'est vrai que Ben Illy pareil peintre, ça n'a pas duré longtemps, hein, juste les 15 bandes du Mont Ventoux, mais ils se sont rendus court pour coup, c'était juste simplement magnifique. Et finalement, ça se joue à pas grand-chose sur le sprint final. Donc c'était trop bien à suivre. Serge Mouko qui nous dit formidable Van Wilder qui l'emmène sans hésitation, grand travail d'équipe. Je pense qu'il est belge. Je vais pas m'avancer, je pense qu'il est belge. Mais oui, effectivement, Van Wilder, super travail d'équipe. Toto qui nous dit enfin, quelle victoire pour la France, ouf, l'honneur est sauvé. Bah, c'est vrai qu'on était passé pas trop loin sur les premières étapes. Et là, on se disait, oh là 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 là, mais on va jamais gagner sur ce Tour de France. Et finalement, ça arrive sur l'étape sur laquelle on s'y attendait quasiment le moins, avec cette étape donc du Mont Ventoux. Il y avait aussi la dernière étape là qui arrive à Pontarlier. On aurait pu jouer notre carte, même que Romain Grégoire était pas très loin de la gagner. Mais c'est vrai que sinon c'était chaud chaud chaud. Et donc bah merci à Valentin d'avoir gagné. Et en plus sur ce profil-là, c'était quand même assez fou. Euh, Aubert Georges qui nous dit Robocar a un contrat avec les piles Duracell. Il veut prouver que celles-ci roulent 3 fois plus vite, même après 4 heures de route. Elles vont encore plus vite. Bravo Robocar. Et oui, donc on disait déjà il y avait Robocop slash Pogacar sur l'étape d'avant là. Là cette fois-ci c'était un contrat avec les piles Duracell et effectivement, je l'annonce aussi en exclusivité sur le pod cyclette. Pogacar n'est pas humain, c'est un robot et en plus il est alimenté par des piles Duracell. Donc n'hésitez pas à acheter des piles Duracell parce que c'est vrai qu'elles fonctionnent super bien et elles vont 3 fois plus vite même après 4 heures de route comme le dit Georges. Donc merci Georges de ta clairvoyance. Et Fabandi qui nous dit ne pas négliger pardon, le généreux Ben Illy, qui encore une fois a fait la plus grande partie du travail, qui a été peu assisté dans les relais. C'est vrai que Ben Illy, il jouait sur 2 courses en même temps, parce qu'il y avait aussi le classement général. Suite à cette étape-ci, pardon, il reprend la 9e place au classement général. Finalement, ça sera sa place finale au classement. Et c'est vrai que peut-être que ça lui a coûté un peu pour la victoire d'étape, parce qu'il y a des moments où il a dû rouler, parce que lui, il avait 2 courses en même temps. Pas que celle de la victoire d'étape, il y avait aussi celle du classement général. Donc peut-être que sans le classement général à jouer, Ben Illy aurait moins roulé et aurait peut-être pu gagner. Bon après, s'il avait moins roulé, peut-être qu'ils auraient été repris par Pogacar et Vingegaard. Donc bon, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que Ben Illy est toujours en plus très généreux dans l'effort, donc c'est toujours un plaisir de le voir dans une échappée. Et on termine avec l'étape numéro 21. Il y a plein d'étapes que j'ai skippées, notamment toutes les étapes dans les Alpes, parce qu'elles n'étaient pas très intéressantes. Par contre, cette étape numéro 21, Heu, c'était un vrai vent de fraîcheur parce qu'il y avait déjà beaucoup d'incertitudes sur, cette étape qui arrivait à Paris. On savait pas trop qui allait faire la course et cetera. Il y avait aussi les conditions qui étaient un peu compliquées qui avaient été annoncées. Hem, donc il y a plu sur cette étape-là, notamment dans la fin du parcours. Les temps étaient gelés sur les 50 derniers kilomètres. En plus, on avait, Pogacar qui était un peu en dilettante, hein, sur cette fin de Tour de France. Il y avait une ambiance malsaine où on se disait, Pogacar n'est pas à l'aise, il a un peu le blues et tout. Bref, c'était pas très agréable comme période à suivre cette fin de Tour de France, avec les étapes qu'il avait laissées aux autres, à Arensman, etc., à Ben O'Connor dans les Alpes. On sentait qu'il y avait un gros malaise quoi, autour de Pogacar. Et là, on se demandait est-ce qu'il va la jouer cette étape-ci, et évidemment, il l'a joué. Donc ça, c'était très cool à suivre. Donc on a eu d'abord une première attaque d'Alaphilippe, qui était parti avec Arnaud Delis. Donc là, on a vibré une première fois. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, Pogacar qui fait le forcing pour revenir et qui amène Wout van Aert notamment et un gros groupe pour le premier passage sur cette butte de Montmartre. Et donc là, on se dit, bon, bah, Pogacar va jouer, donc c'est cool, quoi. On commence à se dire, il va tenter la victoire sur cette étape-ci, alors que il n'y a aucune raison de le faire. En fait, là, à partir de ce moment-là, les temps sont déjà gelés, donc il se relève, il finit en 30 à l'heure, et il gagne le Tour de France. Mais non, Pogacar prend des risques, attaque, et la chaussée était humide, c'était super dangereux, sur les pavés, dans les descentes qui étaient super rapides, en plein milieu de Paris, donc c'était pas mal de mobilier urbain. Il y avait aussi des pétales de fleurs, des trucs comme ça, là, qui traînaient un peu sur les bords des chaussées, donc c'était vraiment très risqué. Et pourtant, Pogacar a pris le risque. Donc ça, c'était vraiment important à souligner. Dans la deuxième ascension de la butte de Montmartre, Wout van Aert était mal placé.
mais il a réussi à revenir poursuivre l'attaque de Pogacar, et là ils sont sortis dans un petit groupe où ils étaient 6. Et finalement, dans la dernière ascension, Wout van Aert fait craquer Pogacar. Donc, je ne sais pas si vous en rendez compte. Wout van Aert qui faisait une saison un peu compliquée, qui était en train d'essayer de revenir à son meilleur niveau, mais c'était toujours un peu galère. Il était passé un peu à travers de ce Tour de France, et là, il arrive à lâcher Pogacar, ce que personne n'a jamais réussi à faire sur la saison. Donc ça, c'était tout simplement fou. Et ensuite, il y a eu tous ces risques qui ont été pris dans la descente mouillée. Bref, c'était une étape de folie, tout simplement, avec Wout van Aert qui s'impose en solitaire sur les Champs-Élysées. C'est une très belle image. Et puis, bah, Pogacar qui arrive quatrième, je crois, mais en laissant les deux autres jouer le podium. Donc merci Pogacar d'avoir joué à fond sur cette étape-ci. Sans toi, on se serait un peu emmerdé, je pense. Et surtout, c'était fou de voir un maillot jaune qui risquait sa course, parce que s'il tombait, concrètement, il pouvait abandonner et perdre le Tour de France alors qu'il l'avait gagné, puisque les temps étaient gelés. Donc ça, c'était quand même un... Par contre, là, pour le coup, c'était un vrai signe de panache de la part de Pogacar. Donc merci mille fois pour cette attaque-ci. Tu nous as bien saoulé sur certaines étapes, mais celle-ci, c'était fou. On regarde les commentaires. Tout d'abord, le commentaire du cyclette. Bon, oui, je me cite. Waouh, quel spectacle et quel plaisir de voir Wout s'imposer dans ce final dantesque. Mention spéciale à Pogacar qui a pris des risques et qui a fait le spectacle où il n'était vraiment pas obligé de le faire. Donc c'est ce que je disais précédemment. Pogacar avait déjà course gagnée, hein. Il aurait pu se relever comme tout le monde, mais non. Lui, ce qui le fait kiffer, c'est l'adrénaline. Et donc il s'est dit, bon bah je vais jouer, tout simplement, et je vais essayer de gagner. Et donc c'était dantesque, tout simplement. JLS qui nous dit une super belle étape à Paris, digne d'une classique. Merci les JO pour l'inspiration. C'est vachement mieux que des tours en rond et un sprint. Alors, on verra dans les années futures ce qu'il en sera de la butte Montmartre. Cette année, elle a été remise en 2026. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu frustrant pour les sprinteurs qui perdent un peu cette notion de la course qui leur était dédiée. Et en plus, il y a aussi cette tradition un peu du défilé sur la dernière étape. Donc, il y avait des avis un peu mitigés autour de la place de la butte Montmartre sur cette dernière étape. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même une super étape qui était très intéressante à suivre. The Bryce Boy, donc à Paris, a priori un breton, qui nous dit une étape légendaire conquise par un phénix ressuscité de ses cendres. Gloire à toi, champion. Donc c'est même pas un Belge, mais là c'est quelqu'un qui fait les louanges pardon, de Wout van Aert. C'est vrai que ce qu'il dit phénix ressuscité de ses cendres, on l'attendait pas à ce moment-là, Wout van Aert, parce qu'il a eu, depuis sa chute sur la Vuelta en 2024, il était dans une phase très compliquée. On a vu qu'il était un peu limite sur les Flandriennes. Là sur du Tour de France, il est vraiment passé à travers. Et ça fait trop plaisir de le voir gagner sur une étape aussi légendaire que celle-ci. Harryman qui nous dit c'est finalement l'étape la plus fun que j'ai vue de ce Tour de France. On aurait dit une classique flandrienne. Merci à Pogacar d'avoir joué le jeu. C'est vrai que les acteurs qu'on a vus à l'avant, c'était quasiment que des Flandriens à la fin, plus Pogacar. Et oui, merci Pogacar d'avoir joué le jeu. Est-ce que c'était l'étape la plus fun de ce Tour de France? Je sais pas si c'est la top 1, mais je suis pas sûr que j'arriverai à définir quelle était mon étape préférée, mais à coup sûr, ça rentre dans le top 5, euh, clairement. Donc, super étape. Martin qui nous dit il est là le plan. Merci Steve. Donc, ah oui, et ça c'était la petite imitation de Steve Chenel qui, sur l'attaque de Wout van Aert, a dit il était là le plan, le fameux plan de la Visma Bike. Ils nous ont rabâché pendant tout le Tour de France pour au final pas faire grand-chose. En tout cas, très mal courir à la Lose. Dans le Ventoux, je l'avais dit, c'était très bien. Là, dans la Lose, c'était catastrophique. Et là, donc, l'attaque de Wout van Aert, quand les temps étaient déjà gelés et avec Vingegaard déjà lâché à ce moment-là, c'était là le plan donc de la Visma Bike. Donc merci à Steve Chenel, effectivement, en plus Chenel qui est un grand fan de Wout van Aert, mais c'est vrai qu'il nous a bien fait rire sur ce commentaire-là. Marie Godard qui dit tout le monde aime Wout, félicitations et merci d'avoir su animer cette belle et dernière étape. C'est vrai que Wout van Aert, sur les premières années, il n'y avait pas que des fans, hein, autour de lui, notamment parce qu'il était trop fort. On se souvient de ces années où il brillait sur tous les terrains. Là, maintenant qu'il est en difficulté, je pense que clairement tout le monde aime Wout parce que c'est un grand champion qui essaye de se démener, qui a pas un très grand palmarès, parce qu'il est toujours tombé sur un os, qui a eu beaucoup de malchance, qui a eu toutes ses blessures, et là, ça fait plaisir de le revoir briller un petit peu. Donc, on aime les champions qui sont un peu en rédemption comme ça. Donc oui, tout le monde aime Wout van Aert. Et enfin, dernier commentaire de Roger Fontaine qui dit un grand champion qui a beaucoup de malheur. Bravo Wout, tu m'as fait pleurer de joie, de peine. Bref, un grand champion. J'étais tellement triste ce jour au Tour d'Espagne. Tu avais le maillot par points. Tu as été chercher le maillot de meilleur grimpeur. Tu étais en train de faire une démonstration. Et puis cette sale descente et cette chute, j'ai été crispé. Tu t'es relevé.
En moi-même, je me disais que ça va le faire, Wout, mais tu souffrais de trop. Tu étais cassé de partout, tu as arrêté en pleurs. On les entendait derrière l'écran, ces cris de souffrance. Et puis la galère, le petit leader belge, combien de deuxième place et le premier plus sur plus de 2 ans qui lâche le Pogacar à la pédale, car il voulait gagner cette étape. Mais toi aussi, tu as montré au monde entier qui tu étais, Wout van Aert, un guerrier, un champion, bravo messieurs. Donc déjà, bah, c'était un très long message sans ponctuation. Donc Roger, s'il te plaît, dans tes prochains messages, mets un peu de ponctuation. Et on dirait donc a priori que Roger était content que Wout van Aert gagne. Donc nous aussi on était contents, Roger. Donc voilà, on clôt le chapitre Tour de France là-dessus et on passe à la Volta. Bon, je pense que pour la Volta, ça va aller un peu plus vite parce qu'on va pas se mentir, c'était pas très passionnant comme course, moins que le Tour de France, alors que le Tour de France, il y avait déjà pas mal de courses, d'étapes, pardon, sur lesquelles on s'était un peu ennuyé, surtout sur la fin du Tour de France, mais là la Volta, c'était un peu compliqué. On commence avec l'étape numéro 3, étape donc qui arrivait à Cérès avec la victoire de David Gaudu, que plus personne n'attendait, devant Mats Pedersen et Jonas Vingegaard. En faisant, excusez-moi, l'intérieur au dernier virage à Jonas Vingegaard, c'était juste fou. Parce que Gaudu était dans une saison horrible. Gaudu était lâché sur le Tour de l'Ain juste avant, qui était pourtant pas une course très difficile, avec pas une concurrence exceptionnelle. Et là, Gaudu qui revient du Diable Vauvert pour aller chercher une étape de prestige devant Pedersen et Vingegaard, tout simplement. En plus, c'était la seule victoire d'étape française sur cette Volta. Et en fait, sur chacun des grands tours de cette année, on a eu une seule victoire d'étape française à chaque fois. Sur le Giro, cette étape un peu folle de Nicolas Prodhomme, qui a résisté aux favoris alors qu'il n'avait pas beaucoup d'avance. Un numéro en solitaire vraiment impressionnant. Sur le Tour de France, on vient d'en parler, bah, l'étape de Valentin Paré-Peintre. Encore une fois, une belle étape. Et là, l'étape de David Gaudu, pas la plus belle des étapes, mais s'imposer devant Pedersen et Vingegaard, bon, ça classe le bonhomme, donc on n'a pas eu beaucoup de victoires françaises, mais c'était toujours des victoires de qualité. Je vous propose qu'on passe aux commentaires sur cette étape de la Volta. On commence par le mien, le petit Clette donc. Super victoire à la pédale devant Pedersen et Vingegaard. Excusez-moi du feu. Ça fait plaisir de voir David briller après cette saison galère et une remise en jambe difficile autour de l'Ain. Décidément, l'Espagne lui réussit bien. Bon, en fait, ici, l'Italie. Oui, parce que il y avait déjà eu l'an dernier là cette rédemption un peu de David Gaudu sur le Tour d'Espagne et là on s'est dit bah ça y est rebelote. Bon, là pour l'instant on était encore en Italie, on n'était pas encore en Espagne, mais voilà, on s'est dit bah David de Gaudu va peut-être en fait refaire une grande Vuelta cette année et là il bat Pogacar, Vingegaard et Pedersen pardon donc après une saison galère ça faisait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Mathis Coiffard qui nous dit victoire de Gaudu notamment grâce à son pilotage. Il prend l'intérieur du virage et double les deux autres coureurs magnifiques. C'est vrai que en plus, Godu, on sait qu'il a eu des petits problèmes un peu de confiance en lui ces dernières années. En termes de pilotage, il est souvent tombé. David Godu, on sentait qu'il était plus très à l'aise sur son vélo. Et là, il a pas hésité à faire l'intérieur comme ça, sur ce virage-ci, alors que devant, c'était Jonas Vingegaard, qui était maillot rouge quand même. Donc il faut quand même être sacrément confiant pour lui faire l'intérieur, mais il l'a fait. Et ensuite, au punch, il a réussi à doubler Pedersen et à rester devant Vingegaard, donc c'était juste super bien couru. Franck qui nous dit allez, allez, David, ce n'est que le début de ton triomphe. Bah ouais, c'était que le début, mais c'était aussi déjà la fin, malheureusement, parce que sur cette fin de Volta, on l'a plus du tout vu, David Gaudu. Donc il gagne cette étape-ci, le lendemain, il va chercher le rouge à Voiron, et après ça, c'était finito, hein, malheureusement, pour David. Donc voilà. Franck, ce n'est que le début de ton triomphe, tu t'es un petit peu trompé, malheureusement, là-dessus. Julien qui dit: «On l'oublie souvent, mais Gaudu a gagné le Tour de l'Avenir. J'étais sur la dernière étape au col de la Croix de Fer où à 7 kilomètres de l'arrivée, il demande à l'équipe de France de rouler pour faire sauter tout le monde. À cette époque, on lui promettait de grandes choses sur les courses à étapes». C'est un peu le truc avec Gaudu, hein, c'est que Gaudu, il a fait des choses, super impressionnantes dans sa carrière, donc on en a beaucoup attendu de lui, notamment parce qu'il était jeune à ce moment-là et depuis, c'est un peu déception sur déception, donc c'est vrai que là, on le voit gagner, c'était un miracle quasiment, alors qu'en fait, au vu des promesses qui avaient été semées par David Gaudu au début de sa carrière, ça aurait dû être plutôt une norme. Mais donc, c'est un peu dommage avec David Gaudu, mais c'est aussi pour ça qu'on est si sévère avec lui, c'est qu'il nous a montré tellement de belles promesses qu'on attend de lui qu'il fasse des grandes choses. Hide in the Bush qui nous dit alors là, tous les canapix du vélo qui le critiquent depuis des années sans rien y connaître, ils vont pas avoir grand chose à dire. Devant Vingegaard et Pedersen en boss, la messe est dite.
Donc Hayden de Bush qui doit être un gros fan de Godu. C'est vrai que c'est ce que je disais juste avant, hein. Godu, il a eu beaucoup de critiques quand même sur ces dernières années. Euh, et oui, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette étape-là, hein. C'était tout simplement parfait. Après, encore une fois, les critiques, ça montre quand même que les gens en attendaient beaucoup de David Godu et l'aimaient beaucoup. Un coureur qui est pas critiqué, c'est aussi un coureur qui laisse indifférent. Et c'était pas le cas de David Godu. On passe à l'étape numéro 9. Étape numéro 9, qu'on n'attendait pas forcément sur le papier. C'est l'étape qui arrivait à Valdez-Caray, la station de ski. C'était pas un final très dur et pourtant Vingegaard a attaqué. En plus, il a dit a posteriori en interview que c'était pas du tout planifié. Et donc Vingegaard attaque sur cette montée qui est pas forcément la plus difficile du Tour d'Espagne. Il reprend du temps à tout le monde, plus d'une minute à tout le monde, sauf Joao Almeida et Tom Pidcock qui ont pas mal limité la casse en terminant à 26 secondes si je dis pas de bêtises. Mais sinon après tout le monde était il y avait Félix Gall à 1 minute 02 et tout le monde était à 1 minute 46. Donc col qui devait pas laisser présager d'un gros spectacle et pourtant c'était les plus gros écarts qu'on a eu sur ce Tour d'Espagne avec une 46 sur la majorité des coureurs. Donc c'était quand même assez fou de voir Vingegaard attaquer à ce moment-là. Quoi d'autre à dire? Bah oui, Almeida et Pidcock qui résistent bien, donc Pidcock qui commence à s'annoncer comme un bon coureur à suivre sur ce Tour d'Espagne, et c'était que le début. Donc les commentaires des autres, Politico qui dit Vingegaard de nouveau vainqueur, chapeau à Trenn qui conserve le rouge malgré les difficultés rencontrées. Et Pidcock deuxième. C'est vrai que Thorstein Trenn était le maillot rouge à ce moment-là, que Thorstein Trenn a fait une belle étape, on lui promettait l'enfer, et pourtant il finit dans le groupe à 1,46, avec des mecs comme Ciccone, Jane Lay, Jorgensen, Richie Tello, Ben O'Connor, Egan Bernal ou encore Giulio Pellizzari. Donc belle performance de Thorstein Tran à ce moment-là. Et en plus, oui, c'est vrai qu'il garde son maillot rouge pour 37 secondes. Donc c'était un bel exploit du Norvégien. Effectivement, c'était aussi le retour de la victoire pour Jonas Vingegaard. Et donc Koch qui fait deuxième et qui se montre comme un sérieux candidat au podium sur ce Tour d'Espagne. Bilbo Baker qui dit Ayuso, en plus de ne pas être au niveau, il ne respecte pas son équipe. Alors c'est vrai que là, on attendait vraiment sur cette étape-ci Ayuso en coéquipier d'Almeida. On savait déjà qu'il était largué au général, donc on espérait qu'il lui donne un peu d'aide, et pas du tout, parce qu'Ayuso s'est mis dans le groupe Eto et n'a pas roulé. Donc super. C'est cool d'aller chercher des victoires d'étape, Ron Ayuso. C'est bien aussi d'aider ses coéquipiers, surtout que là, on a vu que une aide supplémentaire en plus de Pidcock qui pouvait pas trop relayer Ayuso parce qu'il était Almeida pardon, parce qu'il était complètement cuit, ça aurait pas été de refus. Donc dommage pour Ayuso qui aurait dû accompagner Almeida à ce moment-là. François de Bézieux qui dit une nouvelle démonstration que Vingegaard est offensif quand il peut. C'est vrai que là, pour le coup, on a souvent dit que Vingegaard était un coureur attentiste. Là, sur cette étape-ci, ça se prêtait pas du tout à des attaques et pourtant Vingegaard l'a fait. Donc c'est vrai que chapeau Vingegaard sur cette étape-ci pour se montrer offensif alors que c'était pas forcément le plan de base. Diove qui nous dit Vingegaard doit viser l'Angliru et Bola del Mudo pour prendre le temps nécessaire. Et bah si tu savais, à l'Angliru il n'y a pas eu d'écart et à Bola del Mudo c'était déjà cuit et il a pris 20 secondes à tout le monde. Donc en fait les gros écarts c'était sur cette étape numéro 9 et personne ne s'y attendait à ce moment-là. Donc Vingegaard ensuite il est rentré en mode gestion. Gaël Freedom qui dit Godu pas mentionné dans le résumé, où en est-il? Ce à quoi John Ryder lui répond à la dérive comme d'hab. Et on commence un petit peu le running gag autour de David Godu qu'on châtie, mais bon, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de lui sur cette Volta, surtout après cette victoire sur la troisième étape. Et là, bah, complètement disparu de la circulation, malheureusement. Et Mister Love qui nous dit rappelez-moi la moyenne de l'étape, rappelez-moi juste la moyenne de l'étape, 48 km/h, ben voyons. Donc là, a priori, Mister Love n'est pas content de la moyenne et trouve que ça roule trop vite. Alors la réalité, c'est que ça a couru à 43 km/h de moyenne. Donc bon, dommage pour toi. On passe à l'étape numéro 13. Étape numéro 13, bien évidemment, l'étape de l'Angliru. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Angliru? Bah concrètement, Almeida a roulé à fond, du début à la fin, pour essayer de lâcher Vingegaard, qui ne est resté dans sa roue, tout simplement du début à la fin. Almeida n'a pas attaqué, hein, tout simplement, il a juste haussé le rythme, parce que Almeida, c'est pas un coureur qui a du punch, et il s'est dit, bah, je vais le faire au train. Et donc cet Angliru, bah, c'était un énorme flop, tout simplement, parce que les deux ont fini dans le même temps, et on n'a pas eu de bagarre. Bon, les autres derrière se sont un peu bagarrés, mais voilà quoi. C'était bien décevant comme étape quand même, cet Angliru, hein. Et concrètement, on a eu toutes les étapes de montagne de ce Tour d'Espagne qui étaient assez ennuyeuses.
Donc là, sur cette étape-ci, bah, 30 secondes pour Hindley sur Almeida et Vingegaard. Bon, c'est pas la mer à boire. Surtout à ce moment-là, on se dit, ah tiens, Hindley, pas dégueu. Sepkus à 30 secondes, Félix Gall à 52, Pellizzari à 1,11, Pidcock et Riccitello à 1,16. Même Pidcock n'a perdu que 1,16 sur l'Angliru, ce qui était quand même pas gagné d'avance, donc ça montre que c'était pas non plus l'étape de folie que tout le monde attendait. En termes de commentaires, on a Rude Rude qui nous dit cette montée d'Almeida, UAE en force sur cette Volta. Donc oui, Almeida fait une grosse montée en faisant tout en tête. Et c'est vrai que UAE, on n'en a pas parlé là parce qu'on n'a pas parlé de toutes les étapes intermédiaires, mais la razzia qu'ils ont fait sur ce Tour d'Espagne, c'était fou. Et un peu déprimant aussi, on va pas se mentir, de voir une équipe remporter autant de victoires. Mais ouais, UAE clairement en position de force. Bon, ils n'ont pas réussi à gagner le Tour d'Espagne, mais ça c'est parce que Vingegaard est trop fort. Mais ouais, UAE très très fort sur ce Tour d'Espagne. Et c'était pas pour le plaisir de tout le monde, et notamment pas pour le mien. Franck qui dit pas fan de Vingegaard, mais il sort d'une deuxième place sur le Tour de France. Difficile d'être explosif. Il gère. C'est pas totalement faux. Vingegaard, il était maillot rouge. Il était plutôt dans une position défensive. Il sort d'une deuxième place sur un Tour de France qui était compliqué. Bah, on peut pas trop lui en vouloir de pas être à l'attaque sur toutes les étapes. Donc il était en gestion. Malheureusement pour le suspense, hein, bien évidemment, parce que on s'est bien ennuyé sur ce Tour d'Espagne, notamment sur les étapes de montagne, mais du côté de Vingegaard, dans de stratégie, c'était plutôt logique finalement. Sergio qui dit Grande Joao, orgulho de todos os portugueses. Parabéns et bravo campeão. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction. Akikunkak qui dit ça ne vaut pas le doublé de Kenny et Lissonde. C'est vrai que Kenny et son homologue Lissonde avaient réussi à faire un doublé sur le l'Angliru là il y a une dizaine d'années. C'était tout simplement fou. Donc je suis assez d'accord avec Akekunkak que là cette victoire d'Almeida c'était cool, mais ça valait pas ce doublé français à l'époque de Kenny et Lissonde qui avaient tous les deux réussi à faire top 1 et top 2 sur cette étape de l'Angliru. Et Sylvain qui nous dit le plus surprenant c'est Pidcock je trouve. Et c'est vrai que Pidcock là sur cette étape-ci, il a fait une très belle course en finissant seulement à 1,16, septième. Et encore, c'était pas le plus surprenant, parce que le plus surprenant, c'est que Peacock s'est amélioré à la fin de la troisième semaine, là où en général c'était là où il pêchait sur les grands tours. Sur cette fin de troisième semaine, il était simplement impressionnant. Et YouTube Game qui nous dit et Godu porté disparu, faut déclencher le plan alerte disparition. Effectivement, toujours pas de David Godu sur cette étape de l'Angliru, on aurait pu l'attendre, mais bon, et on avait compris que David Godu c'était finito depuis longtemps. Quentin Mongeau qui nous dit comment des gens peuvent aimer un mec qui ne tente rien et reste dans la roue toute une montée. Bien évidemment, photo de profil Pogačar pour Quentin Mongeau. Donc bah, là, on a la fanpage de Pogačar qui n'aime pas Vingegaard. Bah, c'est vrai qu'il court pas comme Pogačar, hein, Vingegaard. Pogačar, il aurait attaqué, il aurait gagné. Mais Pogačar, il est plus fort. Et là, Vingegaard n'était pas si fort, donc je pense qu'il a un peu souffert quand même dans la roue d'Almeida, hein. Vingegaard, il était déjà bien content d'être ici, de défendre son maillot rouge, donc on peut pas trop lui en vouloir. Et Tarko qui nous dit j'ai été voir dans le dictionnaire le mot timide et c'était écrit Vingegaard. Voilà, ça m'a bien fait rire. C'est vrai que Vingegaard restait dans la roue tout le long de l'ascension. Un grand timide, ça doit être son caractère. Et j'ai encore un dernier commentaire, pardon, Jean-Michel qui nous dit inintéressant au possible, le seul événement, c'est le clébard. Même le résumé est long. Et ça résume bien cette étape, on s'est bien ennuyé alors qu'on en attendait beaucoup. Et le seul événement, c'est le clébard, c'est parce qu'il y a un chien qui était accroché à une chaise et qui a tiré la chaise pour aller sur la route à un moment, qui a failli renverser des coureurs de l'échappée. Heureusement, ils ont pas été renversés, mais c'est vrai que c'était peut-être le highlight de cette étape de l'Angliru, donc c'est bien dommage. Et on finit avec l'étape numéro 20 de ce Tour d'Espagne, parce que la fin du Tour d'Espagne, ça valait pas grand-chose quand même. Étape numéro 20 qui arrivait à Bola del Mundo, gros rythme de UAE toute la journée pour essayer de faire craquer Pogačar, mais Pogačar, pardon, Vingegaard. Mais finalement, c'est Vingegaard qui attaque à 1 km du sommet, qui s'impose, et Almeida qui lâche parce que bon, psychologiquement, il a compris qu'il allait pas gagner ce Tour d'Espagne. Et donc à noter que Pidcock fait troisième de la Vuelta sur cette étape-ci. Edward Miko Jalek qui dit enfin un Vingegaard offensif, il mérite de gagner cette Volta. Alors oui, il mérite parce que c'était le plus fort. Après, en termes d'offensive, c'était pas non plus le bout du monde, quoi. Sans mauvais jeu de mots avec le Bola del Mundo. Il a attaqué à 1 km de l'arrivée sur la dernière étape. Bon, certes, il est allé chercher la victoire d'étape, mais c'était pas non plus la plus grosse attaque de l'histoire.
Bilbo Baker qui nous dit, quoi qu'on puisse dire, Vingegaard a fait une très belle Volta, 3 étapes plus le classement général, sans vraiment avoir été inquiété du début à la fin. Almeida a confirmé qu'il est bien plus qu'un lieutenant de Pogacar, et mention à Pidcock qui justifie son changement d'équipe l'an dernier avec ce podium. On commence par le début. Déjà, Vingegaard a fait une très belle Volta. C'est vrai que 3 victoires d'étape et un classement général, bah, c'est une super Volta, hein, tout simplement. C'est juste qu'on en attendait tellement de Vingegaard que finalement, ce bilan-ci, c'est bof, quoi. Et c'est vrai qu'il a été inquiété à aucun moment, hein. Du début à la fin, il était en gestion. On a toujours essayé de croire un petit peu en Almeida parce que les écarts étaient faibles, mais je pense qu'il y a quand même une catégorie d'écart entre les deux, malheureusement, et logiquement, très logiquement, Vingegaard s'impose cette Tour d'Espagne. Il nous dit Almeida a confirmé qu'il est bien plus qu'un lieutenant de Pogacar. C'est vrai qu'Almeida, bah là, chapeau quand même, hein. C'est une belle Vuelta de sa part. Et c'est peut-être le troisième ou le quatrième meilleur coureur de Grand Tour en ce moment. Je pense que ça se joue à peu près avec Remco Evenepoel. Après, Remco, on l'a pas vu à fond sur un Grand Tour cette année, donc c'est compliqué de juger, mais Almeida, c'est très fort sur un Grand Tour. Et il dit, et mention à Pidcock, qui justifie son changement d'équipe de l'an dernier avec ce podium. J'avoue que moi, ça, c'est ma grosse surprise de ce Tour d'Espagne, c'est Pidcock troisième. C'est vraiment archi solide, hein, parce que sur le parcours, il y avait beaucoup d'étapes de montagne. On se souvient que sur ses participations précédentes sur des grands tours, bah, c'était compliqué. Même sur le Giro, bon, le Giro, il arrivait alors qu'il aurait pas dû y être. Mais là, sur cette Volta, il s'est très bien préparé et il a une équipe qui lui a donné le leadership et qui a bien fait parce qu'il a énormément progressé. Il fait une belle troisième place devant Jane Lay. C'est pas rien. Donc voilà, bravo Tom Pitcock. Bruno qui répond, alors ceux qui dominent tout, entre parenthèses Pogacar, se prennent toutes les critiques. Et lui, parce qu'il domine pas assez, les gens ne sont jamais contents quoi qu'on fasse en fait. Bon, la syntaxe n'est pas exceptionnelle pour Bruno, mais ce qui veut dire c'est que soit on domine tout comme Pogacar et on se fait critiquer, soit on domine pas assez comme Vingegaard et on se fait critiquer. Bon, c'est clair que les gens sont souvent en râleur. Et là, je pense que ce qu'on voulait vraiment, c'était quand même du suspense, ou alors au moins, si Vingegaard était le plus fort, qu'il aille attaquer et gagner plus d'étapes en faisant plus d'écart. Mais là, c'est vrai que le scénario de cette fin de Volta, c'était vraiment frustrant. Je pense qu'on est assez peu à avoir suivi la Volta jusqu'au bout, parce que c'était pas très palpitant. Siégé qui nous dit Jonas triomphe devant 12 spectateurs, lénifiant cette Volta. On est loin de certaines éditions précédentes. Bon bah concrètement ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment, hein. La fin de la Volta c'était compliqué à suivre, mon Dieu. Vivement que ça se termine quoi. Et donc en plus il y a eu toutes ces manifestations qui n'ont pas non plus aidé sur le plan sportif. Je vais pas discuter du plan politique, mais sur le plan sportif c'était pas non plus un bonus, donc il était temps qu'elle se termine. Didier qui nous dit grand bravo à Pitcock pour son podium au courage. Donc là, c'est ce qu'on disait sur Pitcock, hein. Franchement, énorme perf. On a vu qu'il s'arrachait sur les étapes de montagne pour réussir à tenir, alors que c'était pas les endroits où il était le plus à l'aise. Donc énorme performance, respect à Tom Pitcock. Euh, Visk qui nous dit bon voilà, Vingegaard était le plus fort avec un Tour de France dans les pattes. C'est le deuxième meilleur coureur par étape, large derrière Pogacar. Lui cherchez pas des faux rivaux. Et je suis assez d'accord avec ça, hein. Vingegaard, il est quand même dans une catégorie à part. Il y a Pogacar qui est tout en haut. Dans une deuxième catégorie, il y a Vingegaard. Et en fait, Vingegaard, sur un grand tour, il n'y a pas vraiment de rival, hein, s'il n'y a pas Pogacar. On l'a encore vu sur ce tour d'Espagne, où il est arrivé avec un Tour de France dans les pattes. Et pourtant, il était en gestion tout du long. Et il n'a jamais été vraiment inquiété. Euh, LVJ 75 qui dit mes félicitations à Jonas pour son éclatante réussite et toute mon admiration aux manifestants pour la constance et la noblesse de leurs actions durant cette Volta. Quant aux esprits chagrins qui se croiraient autorisés à critiquer, je les conjure de retenir leurs diatribes. Leur vacarme ne saurait troubler qu'un auditoire inexistant, et leurs indignations, jetées avec fracas, ne sont que l'ombre dérisoire d'une pensée que l'on devine fort pauvre. Ce à quoi Louis Otto a répondu ok l'expert. Et oui, ok l'expert, voilà. Et on termine avec le meilleur commentaire probablement sur cette Volta de Marco Nichols. Donc c'est l'Américain dont on avait discuté la fois dernière qui savait pas que la Slovénie est un pays, qui dit What a gay sport. My grandma could beat all those guys, and she watches NASCAR. Donc là j'ai pris un accent dégueulasse, bien évidemment. Qu'est-ce que dit Marco Nichols? Il dit que c'est un sport de gay. Il dit que sa grand-mère pourrait battre tous les mecs sur le vélo, et qu'en plus, elle regarde le NASCAR, donc il y a une course bien américaine, bien débile sur des voitures. Donc vraiment, merci Marco pour cette contribution. Heu, vraiment, je pense que le cyclisme, était en train de tomber un peu et là, tu es là pour le relever. Donc merci à toi pour ce commentaire. Franchement,
tu nous sauves un peu tous de de la tristesse dans laquelle on se morfondait un peu avant la fin de cette Volta. Donc merci Marco pour ce commentaire. Bien évidemment, c'est ironique. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On arrive à 1 heure d'enregistrement. Je suis désolé, c'était un peu plus long. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à bientôt pour un dernier épisode sur la fin de la saison. Salut!